Quand je suis arrivée il y a 10 ans au centre de référence, j'ai rencontré un personnage remarquable, Christian Hamel. Il n'avait qu'une volonté, c'est que la thérapie soit là. Cette thérapie est là aujourd'hui et cette communication lui est dédiée. La thérapie génique, globalement, quel est le principe? C'est apporter une copie dans la cellule, donc ça suppose qu'il y a un certain nombre de cellules toujours viables pour corriger le gène défectueux. Donc cette thérapie génique va s'appliquer aux pathologies récessives. Les pathologies autosomiques dominantes n'entrent pas dans cette indication, car dans la majorité de ces pathologies dominantes, la copie altérée du gène a un effet probablement toxique sur la copie normale. Donc si vous apportez une copie supplémentaire, vous allez potentiellement aggraver la pathologie. Le vecteur est un transporteur qui va conduire aux cellules toujours en vie la copie de cet ADN complémentaire. Et la problématique est à la taille du gène. Donc les adénovirus sont les virus les plus aptes à avoir une transduction, c'est-à-dire à aller infecter la cellule cible. Simplement, ils ne peuvent pas porter de gros gènes, ce qui limite par exemple pour le gène du Stargardt, ce qui limite pour les principaux gènes associés au syndrome de Usher de type 1. L'alternative pour ces gènes de longue structure, ce sont les vecteurs lentiviraux qui ont une problématique majeure, c'est l'inflammation. Donc le projet de thérapie Stargardt est en suspens actuellement à cause de ces réactions inflammatoires et de l'utilisation d'un antivirus. Et le projet Usher de type 1 avec des mutations dans le gène MYO7A est aussi à l'arrêt. La contrainte pour parler de thérapie génique et pas de thérapie cellulaire, c'est que la cellule cible doit être accessible. Sur l'œil, c'est un privilège. L'accès est relativement facile. Il y a un privilège oculaire, donc peu de réactions immunitaires. Et l'importance aussi du caractère, l'incapacité à se diviser pour les cellules de l'épithélium pigmentaire et les photorécepteurs, puisque vous apportez potentiellement une copie d'ADN. Elle ne s'intègre pas toutefois, et c'est un prérequis absolu, dans l'ADN nucléaire, d'où l'utilisation d'un ADN complémentaire qui a probablement une durée de vie dans le temps plus limitée. On est par contre, compte tenu de l'hétérogénéité génétique, dans une problématique de gène par gène, de la taille du gène avec le transporteur qui doit être privilégié. Ça se dédie à des pathologies où il y a un défaut de protéines, donc à une haploinsuffisance, ça exclut la plupart des pathologies autosomiques dominantes pour la thérapie génique. Et il y a la problématique de la fenêtre thérapeutique. Il doit y avoir encore soit des photorécepteurs fantômes, c'est-à-dire qu'ils ont encore leur structure nucléaire, même s'ils n'ont pas les articles externes ou internes. Ils pourront donc répondre à une amélioration par l'apport de cette copie génique. La première, tout le monde la connaît, CRPE65. Là encore, c'est un gène qui a été conjointement découvert par l'équipe nantaise et par Christian Hamel, avec 20 ans de mise en place de cette thérapie. Et je vais vous montrer simplement des choses très simples, pas tous ces schémas. Je vais vous montrer juste une vidéo sur laquelle nous allons aller. Donc c'est un jeune Américain. And my teacher was writing on the board, and when she finished writing, I was like, wow, I saw it. And I went home and I told my mom, I was like, Mom, I could see the whiteboard. But the family held their breath. The proof would come when Jack returned to Mass Eye and Ear for testing. We gave Jack this reading test, and we do this with both eyes open, and compared to before the surgery, he read 2 groups smaller. He's doing his homework on his own, he did his projects on his own, and he's never done that before. The surgery just completely changed his whole life. Now at night I could play basketball, my favorite sport, and I can go to the pizzeria with my friends, and I can go to my friend's house at night because I can see at night. My husband took Jack and my other boys and a couple other kids up the block to go get pizza, and they went pretty late at night, and my husband said that Jack rode his bike up the block in the dark, no questions asked, passed him up. He was doing so good that I felt like I had to warn him, like, Jack, you do know that even people with... Donc c'est un jeune garçon qui a été traité
en début d'année dernière, avec des résultats qui sont quand même assez stupéfiants. On ne parle pas de termes d'acuité visuelle, même s'il y a eu une nette amélioration chez cet enfant. Mais vous imaginez le changement radical de vie pour cet enfant. Les thérapies géniques, c'est une vraie explosion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a rêvé depuis 10 ans. Elles arrivent. Le bémol, c'est les gènes très longs, donc ces thérapies géniques avec comme vecteur un adénovirus vont cibler des petits gènes. Donc on est sur la choroïdérémie, on est sur les rétinites pigmentaires liées à l'X. Montpellier est le seul centre à inclure ces patients. Donc tous patients choroïdérémie peuvent être encore inclus dans l'étude observationnelle. Ils basculeront dans l'étude de thérapie génique. Quand on voit les résultats RPE65 pour une amorose congénitale de Leber avec un nystagmus petit, on peut se dire que dans ces autres thérapies, on a la probabilité de maintenir une fonction visuelle centrale et de changer l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de ces patients. Pour RPE65, il faut apprendre à les reconnaître. L'indication est en ATU pour l'année prochaine. Les patients seront donc adressés au 15-20. Comment reconnaît-on une amorose congénitale de Leber RPE65 ? Donc déjà un début très précoce, une forme sévère, mais l'enfant peut s'améliorer les premières années de vie. Et là encore, tout patient, tout enfant qui a une amorose congénitale de Leber, il faut rien lâcher, dire on va lui donner la meilleure correction optique, on va lui permettre d'augmenter. Il y a des amoroses de Leber qui sont à 6/10 à 7 ans parce qu'ils ont été suivis, donc ne rien lâcher. Et d'autre part, vous avez cette forme précoce, nystagmus, et il y a un cliché qui va vous dire là j'ai peut-être RPE65, c'est le cliché en autofluorescence. Alors ils ont un nystagmus ces enfants, il peut se calmer avec le temps, surtout si leur acuité visuelle s'améliore. Vous allez avoir aucune autofluorescence alors que vous le sommez. Donc ça, c'est un signe qui dit que c'est un gène du cycle visuel qui est en dysfonction. Ça peut être principalement RPE65 ou elle rate. Donc un cliché en autofluorescence chez un enfant de 6 ans peut vous orienter sur RPE65. Et c'est essentiel que ces patients soient vus dans des centres de référence ou des centres de compétences parce qu'ils sont à l'aube de la thérapie et que la fenêtre thérapeutique pour RPE65, c'est probablement jusqu'à 15 ans en âge. Donc ne pas lâcher. Alors comment on reconnaît les patients éligibles ? RPE65, je viens de vous en parler. Là, c'est l'histoire d'une femme de 68 ans. Il n'est jamais trop tard pour faire un diagnostic. Elle a priori une rétinite pigmentaire depuis l'âge de 30 ans. Vous voyez qu'elle voit la main bouger, une forte asymétrie entre les deux yeux, ce qui n'est pas classique dans la majorité des rétinites pigmentaires. Voici son fond d'œil. Donc on retrouve des vaisseaux plutôt de calibre préservé, ce qui n'est pas classique pour une rétinite pigmentaire, et des plages d'atrophie choriorétinienne multiples, avec un aspect de préservation centrale, plutôt verticale. Donc deux pathologies possibles dans ces atrophies choriorétiniennes, dans ces choroïdopathies, la choroïdérémie, mais c'est une femme, l'atrophie gyrée, mais dans l'atrophie gyrée, vous avez en général une atteinte plus circonférentielle, crénelée, donc c'est un aspect plutôt atypique. Alors quand on ne sait pas, on va voir les apparentés. Ici, c'est l'OCT qui montre bien la préservation sur l'œil gauche qui a la meilleure acuité visuelle. Sur l'œil droit, il n'y a plus de ligne ellipsoïde en rétrofovolaire, d'où la moins bonne acuité visuelle. Voici les clichés en autofluorescence avec ces plages d'atrophie choriorétinienne complète qui englobent la papille. C'est un signe évocateur. Le RG est incontournable devant toute dystrophie rétinienne et même devant toute maculopathie. Le RG, grand champ. On a au prorata de l'atteinte une diminution cône bâtonnée avec encore un peu de signal sur les réponses cônes. Allons voir la sœur qui elle aussi aurait une héméralopie, très jeune, 70 ans. Voici son fond d'œil. Elle a la même pathologie, elle a la même mutation. Vous avez un aspect un petit peu altéré de la ligne ellipsoïde, un aspect granité. Et là encore, cet aspect d'atrophie juxtapapillaire, pensez-y, elle a l'aspect typique, classique de la femme conductrice de choroïdérémie avec cet aspect très granité à l'autofluorescence et l'atrophie juxtapapillaire. Donc là, potentiellement, la sœur aînée a une forme où elle exprime fortement la pathologie,
c'est rapporté. Le plus souvent, les femmes ont juste ces altérations et cet aspect très granité d'autofluorescence et éventuellement des plages d'atrophie juxtapapillaire. Donc le fils, lui, a priori un seul gène doit être testé, c'est le gène de la choroïdérémie. Là, c'est l'aspect classique chez un garçon de choroïdérémie, avec une longue préservation de la zone centrale au pôle postérieur et cette atrophie choriorétinienne. Donc au stade précoce, ou chez les conductrices, vous allez avoir ces aspects très granités à l'autofluorescence, avec une atteinte relativement bilatérale symétrique. Au stade ultérieur et au stade évolué, le calibre des vaisseaux rétiniens est toujours respecté. Et là, c'est une choroïdérémie sans atrophie choriorétinienne majeure. On est à un stade chez un enfant, mais il y a quand même sur cet œil une atrophie choriorétinienne inférieure évocatrice. Tout garçon doit avoir un examen associé de sa mère ou, si c'est un adulte, de sa fille. Donc la période d'inclusion pour les patients choroïdérémie qui peuvent être reçus au centre de référence de Montpellier est étendue à 2019. Il y a 220 patients qui vont être traités dans le monde, 22 patients ont été recrutés à Montpellier. Ils vont basculer et l'étude observationnelle est obligatoire, ils ne pourront pas rentrer de novo dans l'étude thérapeutique. Donc il faut qu'ils soient vus au préalable. Les patients peuvent être traités dès l'âge de 18 ans sur des critères d'acuité visuelle et sur des critères bien sûr de fond d'œil. L'acuité visuelle devant être inférieure à 5/10. Deuxième étude où nous sommes aussi le centre investigateur, coordinateur principal et le seul centre à inclure en France, celui des rétinites pigmentaires liées à l'X, donc mutation dans un des deux gènes, c'est le gène RPGR, avec une inclusion mondiale. Nous avons actuellement 7 patients inclus depuis le dernier mois. 3 patients ensuite, les patients vont basculer aussi sur la thérapie et 3, ça sera de nouveau aussi par randomisation. Normalement, Nightstar s'est engagé à traiter à distance, à la fin de l'étude, tous les patients non inclus, randomisés, non chirurgie. Il y a déjà 2 ans de recul pour la choroïdérémie. Les patients traités n'ont pas eu d'effet délétère de l'injection sous-rétinienne avec ce produit, le décollement induit. Donc on a une réponse très rassurante. Ces rétinites pigmentaires liées à l'X, vous pouvez en faire le diagnostic chez la mère ou chez la fille avec l'aspect caractéristique des conductrices, de ces petites zones de ponctuation jaunâtre qui vont être stellaires. C'est typique des RP liés à l'X, des femmes conductrices, et parfois ça se voit mieux sur les clichés en autofluorescence. Sur les sujets atteints, la raquette, c'est-à-dire que le liseré périfoveolaire qui va englober la papille est évocateur. RPGR peut donner dans une même famille des RP classiques ou des Cone Road dystrophies. Donc si vous avez cette dissociation, c'est aussi évocateur d'une transmission liée à l'X RPGR. L'édème maculaire est exceptionnel, c'est le seul cas que j'ai sur toute la cohorte de rétinites pigmentaires liées à l'X, l'édème maculaire étant plutôt l'apanage des formes dominantes et récessives. Je vous ai mis en haut une femme typiquement conductrice avec de choroïdérémie, avec cet aspect poivre et sel de la rétine périphérique, en autofluorescence des petits patchs multiples hypo-autofluorescents et sous-jacent l'aspect caractéristique d'une femme conductrice liée à l'X avec le cliché en autofluorescence qui est aussi très très parlant sur le statut de conductrice et qui va vous orienter sur ce mode de transmission. 2 autres thérapies géniques, vous voyez qu'on peut rêver. Une qui va être conduite à Nantes avec des mutations dans le gène P2E6B. C'est un gène qui représente a priori à peu près 5% des rétinites pigmentaires. Il n'y a pas de phénotype particulier. C'est simplement une rétinite pigmentaire de transmission autosomique récessive. Il y aura là encore 12 patients inclus avec des cohortes qui vont aller jusqu'à une acuité visuelle de 10/10. Et a priori, c'est Guylaine Lemeur qui, sur Nantes, coordonne l'étude et les patients sont opérés par le professeur Weber. Sur Montpellier, nous allons coordonner aussi avec Orama la prise en charge des rétinites ponctuelles baissantes. C'est un gène unique, RLBP1, qui va donner cet aspect de petites taches blanches partout avec un diagnostic différentiel, c'est le fundus albipunctatus, qui peut simuler ça. Vous avez chez ces patients une héméralopie très précoce. Ils ont 10/10, ils n'ont pas nécessairement un champ visuel catastrophique quand vous les voyez adultes, mais ils vous diront, aussi longtemps que je m'en souviens, j'ai jamais vu la nuit.
Et cette héméralopie très précoce est fortement évocatrice de cette rétinite ponctuelle baissante. Alors au stade précoce, on a ces taches et les marqueurs qui nous disent coucou, c'est une rétinite ponctuelle baissante. Au stade tardif, c'est encore des plages d'atrophie choriorétinienne. Donc pensez au stade plus évolué où les taches blanches vont avoir disparu au pôle postérieur, à cet aspect d'atrophie choriorétinienne en périphérie et qui va se rapprocher inéluctablement du centre. Donc atrophie choriorétinienne, je pense à rétinite ponctuelle baissante, je pense à choroïdérémie, je pense à atrophie gyrée notamment. Et puis, il n'y a pas que l'apport du gène, on va avoir des alternatives qui vont s'appliquer aussi bien aux pathologies dominantes qu'aux pathologies récessives. Donc, dès l'année prochaine, nous pourrions inclure des patients pour des injections intravitréennes cette fois-ci. Donc, on va traiter l'ensemble de la rétine avec des techniques de saut d'exon. Donc, c'est la société ProQR qui va coordonner cet essai. Ils se sont rendus compte que d'abord, il y a énormément de patients qui ont des mutations dans cet exon 13, donc il est très important de cibler. Il y a 50 patients suivis à Montpellier. Et ils ont démontré sur le zébrafiche, sur la souris, que lorsqu'on sautait carrément cet exon, qu'on avait une protéine qui passait de 12 à 14, cette protéine fonctionnait. Donc on guérissait les patients, il suffit, dans une maladie récessive, de traiter une de ces copies. Donc on attend impatiemment, il y aura 2 centres pour inclure, bien sûr le centre d'Isabelle Odo, et Montpellier sera impliqué, et nous sommes déterminés à participer à cette étude. Et puis, je vous rappelle qu'on a toujours des découvertes, on peut continuer à progresser parce que ce qui est essentiel pour nos patients, c'est d'avoir la caractérisation génétique. C'est une obligation aujourd'hui compte tenu qu'il existe actuellement à peu près une quinzaine de thérapies géniques. Donc, ces patients doivent être potentiellement adressés. Et c'est reconnaître différents phénotypes, même si on sait qu'il y a au moins 250 gènes associés. C'est un monsieur que j'ai vu qui avait une vision qui se dégradait depuis 16 ans. Et il ne savait toujours pas quelle est sa pathologie. Donc il a 33 ans, il a été étiqueté rétinoschisis hyalix, vous comprendrez pourquoi. Après, il a été traité pour édème maculaire cystoïde. La recherche du rétinoschisis hyalix était négative, et puis bon, il a une régression de ses aspects kystiques. On le voit avec une acuité visuelle effondrée œil droit, 8/10 P2 œil gauche. Voici son fond d'œil, c'est un aspect à mémoriser. Vous avez une atteinte un petit peu en raquette, avec des points très réfringents, très réflectifs, très jaunâtres, bien visibles sur l'œil droit. Le calibre des vaisseaux rétiniens est respecté, la papille est respectée, donc on est dans le cadre d'une maculopathie qui est concordante avec l'aspect du champ visuel. L'OCT et l'infrarouge, pareil, vous avez en réflectance cet aspect très piqueté sur l'ensemble de la lésion maculaire. Vous avez une maculopathie et pourtant la rétine centrale n'est pas amincie. Vous avez une perte de photorécepteurs et pourtant la rétine centrale n'est pas amincie. Dans un Stargardt, vous aurez un amincissement majeur. Ça signe et ça vous oriente sur un gène où vous avez cet épaississement, il y en a quelques-uns, c'est un épaississement paradoxal et vous avez en plus des éléments kystiques et des éléments réfringents. Voici l'autofluorescence, mémorisez-la, c'est assez évocateur de cette entité. Il y a une préservation à gauche pour l'instant, d'où son 8/10. Voici le RG. Le RG vous dit quoi? Je n'ai pas de maculopathie et j'ai une atteinte bâtonnée prédominante. Ce que ne disait pas l'imagerie multimodale. Donc c'est la concordance de la clinique, de l'imagerie, de l'ERG. Pourquoi le RG est si discordant? Parce que la mutation est dans un gène CRB1, qui est un gène d'amorose congénitale. Et vous avez un phénotype maculaire qui a été décrit donc l'année dernière, cette année, en 2018, février 2018. Ce phénotype est rattaché à des mutations particulières. Donc la thérapie, c'est gène par gène, mais ça va être aussi mutation et pathogénie par pathogénie pour ces différents gènes. Donc un aspect à retenir, vous voyez que l'évolution est lente. Il y a à peu près 8-9 familles décrites dans le monde. Toutes ces familles ayant un phénotype maculaire portent cette délétion. Alors, si on n'a pas de gène, est-ce qu'on a d'autres alternatives? Oui, il y aura d'autres alternatives. C'est les systèmes CRISPR-Cas9 qui sont des systèmes utilisés par des bactéries qui vivent en eau chaude et qui peuvent transmettre à leurs descendants l'information pour se défendre contre un virus. C'était pour la première fois la preuve qu'on pouvait modifier son propre ADN nucléaire et donner une information.
Donc c'est une possibilité d'aller corriger en quelque sorte avec des amorces une zone, on coupe et on permet de réincrémenter la version propre sans défaut. Ça n'a pas que des perspectives pour les déficits génétiques, ça pourra être proposé dans les maladies dominantes justement, on pourra aller corriger la version altérée. Ça a aussi des capacités de dire on va faire transduire un médicament, une protéine médicamenteuse. Donc ça ouvre des options. Simplement, la définition des amorces pour aller s'intégrer à un endroit de votre ADN doit être extrêmement rigoureuse, avec toujours un risque que cette petite amorce aille aussi corriger ailleurs, avec les conséquences que ça pourrait avoir. Donc on est dans quelque chose qui a une très forte hétérogénéité. Il y a un diagnostic clinique et génétique qui reste une étape indispensable. Ces patients doivent être listés dans les bases de données. Vous aurez des thérapies géniques indiscutables, gène par gène, pour plutôt des petits gènes dans nos capacités actuelles quant à nos transporteurs viraux. Et puis ensuite, probablement, des systèmes qui vont être dédiés à une correction mutation par mutation. Nous l'avions rêvé, nous y sommes, nous y approchons. L'enjeu majeur ultérieur sera ces cellules, cet apport de cellules souches dans leur différenciation et dans leur intégration dans une rétine qui n'accepte pas nécessairement de nouveaux neurones. Je vous remercie.